quelques rappels sur les propriétés générales des protéines, et on commencera par là. Puis dans une deuxième partie, eh bien, à ce moment-là, je me polariserai davantage sur les problèmes d'alimentation, nutrition, les relations, le rôle des protéines dans ces problèmes d'alimentation. Et vous verrez qu'il y a des problèmes actuels, et puis il y a des problèmes qui s'avèrent, qui ne sont pas totalement nouveaux, mais qui deviennent de plus en plus pressants pour la nutrition dans les années ou les dizaines d'années à venir. On en parlera en fin de présentation. Donc je commence par quelques rappels sur les propriétés générales. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire un cours sur les protéines, même si je pourrais le faire, mais je crois qu'il est bon, avant de parler de protéines, de rappeler 2 ou 3 choses les concernant. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire en étant le plus simple et le plus bref possible en même temps. Donc c'est la première partie, les propriétés. Qu'est-ce qu'on peut dire des protéines d'emblée? Les protéines sont l'une des 4 familles fondamentales que l'on rencontre sur les macromolécules biologiques, en même temps que les glucides, les lipides et les acides nucléiques. On pourrait ajouter aussi les vitamines qui sont très importantes, mais généralement les vitamines ne sont pas des macromolécules, donc on ne les met pas dans la catégorie des macromolécules. Voilà, alors les protéines, lorsqu'on regarde leur proportion, soit dans des cellules telles que les plus simples comme les cellules bactériennes, mais même dans les cellules humaines, les chiffres sont à peu près les mêmes. Et on se rend compte que parmi ces composants cellulaires, bon, le composant majeur, vous le savez, c'est l'eau. Et quand on élimine l'eau qui représente à peu près 70% du total, il reste 30% de poids sec. Et sur ce poids qu'on appelle sec, sans l'eau, les protéines représentent sur ces 30% 18% à peu près, 15-18%. C'est-à-dire une proportion extrêmement élevée. Extrêmement élevée, ce qui fait qu'on les considère, et ça a été un peu l'origine du nom, on les considère comme les composants les premiers, les plus importants. L'origine du grec protéos, qui signifie justement le plus important, le premier, que l'on retrouve par exemple dans le mot prototype, premier, le plus un. Une autre interprétation qui est donnée pour l'origine du mot protéine, tel que le chimiste suédois Berzelius l'avait défini en 1838, donc ça date déjà de pas mal de temps. Donc le nom de protéine viendrait, autre interprétation, du grec donc proté. Alors proté c'était qui? Proté c'était un dieu marin qui était le fils de Thétis, qui était elle-même la déesse de la mer, et de Poséidon, qui, comme vous le savez, était le dieu de la mer. Alors, ce fameux proté était extrêmement flexible, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il pouvait prendre plusieurs formes, de sanglier, de dauphin, même des formes végétales, d'arbres, etc. Donc, et ce côté extrêmement divers, on le retrouve dans les fonctions et les formes des protéines. On en verra quelques exemples dans un petit moment. Dans le mot protéiforme, qui signifie, vous le savez, qui changeait fréquemment de forme, c'est une autre interprétation que l'on donne, proposition que l'on donne pour l'origine du mot protéine. Bien. Alors, si on les regarde un petit peu d'un point de vue assez général, ce que l'on peut dire d'emblée, c'est que ces protéines sont des polymères hétérogènes. Hétérogènes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils sont constitués d'éléments unitaires, qui sont les acides aminés, vous le savez certainement, et ces acides aminés sont extrêmement divers. Je vous donnerai tout à l'heure rapidement leur nomenclature, ce qui fait que chaque protéine, quand on veut la définir, il y a 3 paramètres. Le premier, c'est le nombre d'acides aminés, bon, plutôt important. Le second, c'est la nature, est-ce que c'est de la glycine, de l'alanine, etc. Et l'ordre d'enchaînement, c'est le 3e point. Parce que dans une protéine, quand on veut la décrire sur le plan structural, l'ordre alanine-sérine, ce n'est pas la même chose que sérine-alanine. Donc, c'est une façon de caractériser la protéine. Alors, pourquoi on insiste sur ce point, sur ce caractère hétérogène? C'est en comparaison d'autres polymères bien connus, l'amidon, la cellulose ou d'autres, qui sont, eux, des polymères homogènes. C'est-à-dire qu'ils sont n fois le même motif unitaire, des dizaines ou des centaines ou des milliers de fois, mais c'est toujours le même. Alors pour l'amidon, c'est le glucose. Pour la cellulose, c'est aussi le glucose. C'est une question de liaison, je ne vais pas entrer là-dedans, entre les différents glucoses qui diffèrent, mais c'est toujours la même idée. Et même dans des polymères chimiques comme le nylon, c'est n fois le résidu amide. Ça, on ne le retrouve pas dans les protéines, où ça varie d'une protéine largement d'une protéine à l'autre. Voilà, ça c'est la liste des 20 acides aminés classiques. Ils sont là par ordre alphabétique.
En général, on les caractérise par les 3 premières lettres de leur nom. Alanine, c'est Ala, sérine, c'est Ser, n'est-ce pas? Et puis les éditeurs, ceux qui publient les articles scientifiques qu'on leur envoie, trouvent que déjà 3 mots, 3 lettres pour un acide aminé, c'est trop long. Donc ils ont proposé une nomenclature à une seule lettre. De mon point de vue, il est complètement incompréhensible. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Et c'est à eux à faire le travail de conversion, si je peux dire, de 3 lettres en une lettre, quand ils veulent raccourcir, parce qu'ils sont toujours stressés par la longueur, n'est-ce pas, des exposés, et par conséquent, et de ce qu'ils impriment. Par conséquent, il y a donc 20 acides aminés. Alors, si je voulais être complet, j'ajouterais que relativement récemment, on en a trouvé 2 autres, qui s'appellent la pyrrolysine et la sélénocystéine. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils sont extrêmement rares. On les trouve dans des modèles biologiques assez exceptionnels, comme les archébactéries qui vivent à 80 degrés. Bon, ce sont 2. Si on veut avoir la liste complète, il faut dire 22. Mais en fait, les plus courants, c'est 20. Alors, autre caractéristique, les protéines, on les trouve pratiquement partout, dans tous les organismes vivants. Que ce soit des bactéries, que ce soit un éléphant ou un lion, que ce soit dans les végétaux, là j'ai le rhinocéros, là j'ai des algues, il n'y a pas d'organisme vivant qui ne contienne pas au moins un type, sinon plus de protéines. Alors ubiquitaire ou ubiquiste, selon la nomenclature qu'on veut utiliser, ça revient au même. L'un des problèmes qui se pose, c'est comment les classer. Comment les classer, sachant qu'il y a des millions de protéines. On n'a pas fait l'inventaire complet, on est loin de le faire d'ailleurs, mais on commence à avoir déjà des catalogues. Il y a des millions de protéines dans tous les organismes que je viens d'évoquer. Chez l'homme, on estime qu'il y a plus ou moins, parce que le calcul et le nombre n'est pas encore totalement défini. De temps en temps, on en voit apparaître une nouvelle publication qui dit tiens, voilà. Mais en gros, c'est à peu près 100 000 protéines qualitativement différentes, je parle de qualité différente chez l'être humain. Je fais toujours attention de marquer l'être humain, de ne pas mettre chez l'homme, parce que je me fais reprocher après de dire et chez la femme. Donc chez l'être humain, c'est à peu près 100 000 protéines différentes. Alors comment les classer, que ce soit chez l'homme ou ailleurs? Bon, première façon de faire, selon la taille. Il y a les petites, les moyennes, les grandes. Alors la question c'est où s'arrêtent les petites, où commencent les moyennes, etc. Bon, c'est une classification qui n'est pas la plus utilisée, il faut le reconnaître. Solubilité, c'est déjà un peu plus chimique. Est-ce qu'elles sont solubles dans l'eau, dans les sels, chlorure de sodium, chlorure de potassium, dans des solvants, le chloroforme, le glycérol, c'est aussi une façon. Mais enfin, la forme, est-ce qu'elles sont fibreuses ou au contraire globulaires? On verra probablement tout à l'heure, les fibreuses sont davantage dans des structures allongées, pour les muscles par exemple. Les globulaires, c'est davantage pour les protéines de type enzymatique. Je vais en parler assez longuement tout à l'heure de ces enzymes. Alors, avant-dernière possibilité, la composition chimique. Donc ce sont soit des homoprotéines, c'est-à-dire des protéines qui sont constituées uniquement d'acides aminés, on vient de les voir, les 20 acides aminés divers et variés, mais que ces acides aminés tels quels, ou des protéines complexes qu'on appelle hétéroprotéines, parce que certaines d'entre elles, certaines de ces protéines, non seulement c'est un enchaînement d'acides aminés, mais certains de ces acides aminés sont modifiés chimiquement. Il peut y avoir des résidus de sucre, des glycoprotéines, des résidus lipidiques, des acides gras, lipoprotéines, etc., etc. C'est une autre possibilité. Et puis, la dernière façon, et je l'ai gardée pour la fin parce qu'à mon avis, c'est celle qui est la plus descriptive et la plus complète, on les classe en fonction de leur fonction biologique. Alors, je vous propose ici, je ne vais pas le décrire en détail, je vous rassure, mais simplement pour vous montrer qu'on peut, dans ce tableau et le suivant, classer les protéines en fonction des protéines régulatrices, l'insuline, les réceptrices, les protéines de transport comme l'hémoglobine qui transporte l'oxygène, protéines de réserve, caséine, je vous en reparlerai de la caséine, les protéines de motilité, actine, myosine qui permettent la contraction musculaire, etc. Les protéines de structure, alors ça, on les connaît bien, les kératines pour la peau, les collagènes, qui ne connaît pas les collagènes, séricine, c'est pour la soie, fibrine, la toile d'araignée, protéines de protection, agression, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, donc c'est une autre façon de classer les protéines à travers et par leur fonction. C'est plus détaillé, mais c'est
plus un avis descriptif au point de vue de savoir qui sont-elles et que font-elles. Alors, un petit mot sur la structure. Alors je vous rassure là aussi, la biologie structurale est une science qui est relativement aride, très intéressante, fondamentale. Si on veut savoir comment fonctionne un élément, il faut savoir comment de quelle façon il est structuré. Je vais quand même vous rappeler ce qui est la base de la base sur les protéines pour répondre à la question de cette demoiselle qui nous demande d'abord à quoi ça ressemble une protéine. Alors d'emblée, une protéine, il y a plusieurs façons de la représenter. Ça peut être une représentation comme ici, compacte, où chaque atome est représenté. Ce n'est pas évident pour s'y retrouver, mais on y arrive. Après, il y a des modèles un peu plus clairs, si je puis m'exprimer ainsi, semi-compacts, où on voit apparaître déjà des liaisons entre les différents atomes. Et un modèle éclaté, là, il n'y a que les squelettes des composants, c'est-à-dire des acides aminés qui sont représentés. Bon, c'est une autre représentation. Et celle qui est de loin la plus fréquemment utilisée, c'est la représentation en ruban. Alors, là aussi, je vais y revenir, mais d'emblée, je vous indique une chose. Donc, les rubans, vous voyez, c'est soit des flèches comme ça, dont je vais vous donner la signification, soit des morceaux d'hélice, comme ça en rouge. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ces deux modèles pour parler de la structure en ruban? Ce n'est pas par hasard, c'est parce que la pepsine gastrique, qui est le modèle de gauche sur cette diapo, c'est un enzyme, même s'il ne l'appelait pas comme ça, qui a utilisé Claude Bernard, qui a étudié Claude Bernard. Et puis la lipase pancréatique qui est à droite, même chose, la pepsine gastrique, ça fait l'objet de sa thèse de médecine. Pareil, la lipase pancréatique, sécrétée par le pancréas, qui digère donc les lipides, c'est aussi un enzyme, même s'il n'avait pas appelé comme ça à l'époque, ça s'appelait le suc pancréatique. C'est Claude Bernard qui a été le premier à en parler. Alors, voilà, les niveaux les plus basiques, si je puis dire, de structure des protéines sont de 4 ordres, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Si je les parle l'un après l'autre, primaire, j'allais dire comme son nom l'indique, c'est la structure de base, c'est tout simplement l'enchaînement des acides aminés l'un à la suite de l'autre. Ce sont les perles du collier que représente une protéine, d'accord? Alors, je vais vous donner un exemple qui est très classique aussi, c'est le cas de l'insuline. L'insuline, vous connaissez, qui régule la glycémie dans le sang, diabétique, etc. L'insuline, c'est le premier enzyme, c'est un enzyme, c'est une hormone, mais c'est un enzyme aussi considéré comme tel, qui a été le premier dont la structure primaire, l'enchaînement, la nature, l'enchaînement et l'ordre des acides aminés a été déterminé. C'était en 1955 par Fred Sanger. Alors Fred Sanger, c'est un Anglais, pour la petite histoire, c'était un monsieur assez remarquable. Il a eu le prix Nobel, un premier prix Nobel en 1958 pour justement la détermination de cette structure primaire qui était la première. Et puis quelques années plus tard, il a eu un deuxième prix Nobel pour une méthode de détermination de la structure de l'ADN, méthode de Sanger. Deux Nobel sur un même individu, c'est pas courant, ça arrive. Voilà, donc l'insuline, c'est ça, deux chaînes qui sont reliées par des ponts. Et donc, il y a 21 plus 30, ça veut dire 51 acides aminés. C'est une petite protéine. Hein, ça représente. Alors, quelquefois, voilà, je vais dire un petit mot là, sur la masse moléculaire, 5808 Dalton. Alors, Dalton, on connaît le Dalton par ailleurs, si je puis dire, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. C'est pour donner une idée du poids de la protéine. Alors, qu'est-ce que c'est un Dalton? C'est le poids d'un atome d'hydrogène, 1,66 g, 10 puissance moins 24 grammes. 1,66, pardon, je reprends, 1,66, 10 puissance moins 24 grammes. Ça ne fait pas lourd. C'est considéré comme base un Dalton. Un Dalton, c'est ça, c'est le poids d'un atome d'hydrogène. D'accord? Donc quand je dis 5800, ça fait donc autant de Dalton. Alors, structure secondaire. Ce fameux collier de perles, il ne s'organise pas n'importe comment dans l'espace. Certaines de ces parties, pas toutes, certaines de ces parties prennent un arrangement presque tridimensionnel, vous allez voir, qui est déjà un petit peu un certain degré d'organisation. Ces arrangements sont de deux types, il y en a deux principalement.
c'est d'une part ce qu'on appelle les hélices alpha. Alors, hélice alpha, le nom vous le comprenez facilement, c'est une partie des acides aminés, au lieu d'avoir un collier linéaire qui s'entoure en forme d'hélice, hélice alpha, donc hélice droite. C'est le centre d'ouverture d'un bouchon avec un tire-bouchon droit, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et puis le feuillet bêta. Alors pourquoi alpha et bêta? Parce qu'alpha était la première structure qui a été déterminée et dont l'existence avait été subodorée. Ah, c'est pénible de ne pas pouvoir venir en arrière. L'existence avait été subodorée par Hatzbury, c'était un Anglais dans les années 1930, et qui faisait des études de rayons X et qui avait vu, notamment sur la kératine animale, des espèces d'arrangements. Il avait dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas complètement linéaire, ça s'arrange un peu. C'est lui qui avait trouvé la première idée. Et puis ça a été confirmé ensuite, cette organisation, 30 ans plus tard, par Linus Pauling. Alors Pauling, c'est pareil, c'est un être assez, vous devez peut-être connaître au moins de réputation Linus Pauling, un Américain, qui a eu un premier prix Nobel pour avoir affiné la structure tridimensionnelle des protéines, n'est-ce pas? Et dit qu'il y avait 7 arrangements en hélice et en feuillet bêta. Je vais revenir sur les feuillets. Et puis alors, ce même Linus Pauling, puisque je parle des prix Nobel, en 1980, il a eu un autre prix Nobel qui n'avait rien à voir avec les sciences, c'est le prix Nobel de la paix. Bon, j'y reviens. J'ai eu la chance de le rencontrer à Berkeley, c'était un personnage assez exceptionnel. Donc il y a soit ces hélices alpha, soit des feuillets bêta. Alors, feuillet bêta, je ne peux pas revenir en arrière, mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une partie de la protéine qui est un accordéon en feuille de... Vous voyez les partitions des orques de barbarie ben voilà. Donc c'est cette allure-là, et quand il faut la schématiser, autant il est facile de schématiser l'hélice par une hélice, autant le feuillet bêta, la convention, c'est de mettre une flèche, une double flèche, qui représente cette structure en accordéon. Alors, voilà, vous l'avez ici. Donc ici l'hélice alpha, ici le feuillet bêta. Structure tertiaire, troisième niveau d'organisation, ces protéines qui ont en partie des hélices alpha, en partie des feuillets bêta, et puis d'autres parties qui ont ni l'un ni l'autre, hein, c'est simplement aléatoire au point de vue organisation, interagissent ces différentes parties entre elles. Et dans un espace à 3 dimensions, font une structure qui est encore plus stable, qui est stabilisée par des liaisons de faible énergie, et qui fait que la protéine a une structure qui tient bien et que l'on peut assez facilement reconnaître. Et puis, dernier degré, voilà, ça c'est des exemples de structures tertiaires. Alors vous voyez, là, dans ce cas-là, ici vous avez une majorité d'hélices, ici beaucoup plus de feuilles bêta représentées par ces flèches, ces doubles flèches. Ici, il y a uniquement des alpha-hélices. Là, pour la petite forme, pour l'anecdote, j'ai une structure encore plus exceptionnelle. C'est un morceau de collagène où cette fois, il y a une hélice à 3 polypeptides qui s'enchaînent les uns aux autres. En général, les hélices sont beaucoup plus simples que ça, mais dans les collagènes, c'est une triple hélice qui existe. Quand je dis le collagène, on en parle beaucoup aussi, sachez que le collagène, ça ne veut pas dire grand-chose, comme quand on dit le cancer. Il y a 21 familles de collagènes différents qui ont été caractérisées chimiquement, biochimiquement. Donc il faut savoir de quel collagène on parle aussi. Bien, donc je disais, 4e degré d'organisation, vous l'avez ici à droite. Là, c'est la structure de l'hémoglobine, c'est-à-dire certaines protéines ne sont pas constituées d'une seule chaîne, plus ou moins organisée, mais de plusieurs chaînes qui s'assemblent entre elles, 2 à 2 ou 3 à 3, ça dépend. Là, dans le cas qui est à droite, là par exemple, c'est la structure quaternaire, on appelle donc la structure quaternaire, de l'hémoglobine, où il y a 4 chaînes qui sont représentées en bleu et en rouge, qui sont identiques 2 à 2, donc il y a les 2 bleus, les 2 rouges, les 2 bleus c'est 410 acides aminés, les autres c'est 430, bon, peu importe, elles sont en interaction, et c'est ça l'hémoglobine. Et sur chacune des 4 chaînes en question qui constituent l'hémoglobine, se fixe un atome d'oxygène qui transporte l'oxygène, comme vous le savez, pour l'hémoglobine. Voilà, alors dans ces structures quaternaires, on arrive quelquefois, je les ai choisies parce que je trouve que c'est esthétiquement assez amusant, vous avez des structures comme ça, là,
l'aquaporine, par exemple, bon, qui permet le passage des fluides à travers les membranes. Là, vous avez une chaperone. Bon, chaperone, c'est une protéine qui aide d'autres protéines à acquérir leur structure correcte. Là, vous en avez 7 de monomères, de 7 polypeptides qui sont... Et la protéine n'est fonctionnelle que si, et là je vais y venir tout de suite après, que si sa structure est correcte. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu de structure, ou même un peu plus qu'un peu, parce qu'on sait que la structure et la fonction sont strictement liées l'une à l'autre. Si la structure n'est pas correcte, vous êtes sûr que la protéine ne sera pas correcte et va avoir des problèmes. Alors je vous donne quelques exemples. Voilà. Les modifications, on parle à ce moment-là de protéines erronées, de protéines déficientes, de protéines, bon, tous les termes que vous voulez, pour expliquer, bon, ce sont des protéines anormales. Alors, d'où vient cette... quelles sont les causes d'une protéine déficiente? Il y a deux niveaux. C'est soit au niveau génétique, vous savez que les protéines sont sous la dépendance de l'expression d'un gène, ou de plusieurs gènes, je ne vais pas entrer dans les détails. Bon, si le gène est inactif, là c'est réglé, la protéine n'est pas fabriquée du tout. Alors là, on n'en parle même plus. Si le gène a été muté pour une raison X, la protéine a une structure erronée. Alors si c'est un centre particulièrement critique pour son activité, à ce moment-là, elle n'est plus active. Mais elle peut avoir des modifications dans sa structure qui ne sont pas dans la partie fonctionnelle. À ce moment-là, ça peut encore passer. Et puis, il y a d'autres mutations qui conduisent à la fabrication d'une protéine normale. Donc, structurellement, elle est correcte, mais c'est sa quantité qui est anormale. Alors, le plus souvent, la quantité est beaucoup plus faible que ce qu'elle devrait être. Donc, c'est un problème pour l'organisme. Mais vous avez des cas où c'est l'inverse. Ils ne sont pas les plus fréquents, je le reconnais. Vous avez par exemple la calcitonine. La calcitonine, c'est une protéine qui régule le taux de calcium dans le sang. Eh bien, dans certains cancers de la thyroïde, cancer médulaire de la thyroïde, le taux de calcitonine est augmenté d'une dizaine de fois. Il est complètement... voilà. Alors, d'autres types, d'autres origines de protéines déficientes, ça rejoint un peu les questions de structure que je viens d'évoquer. Au niveau de la protéine proprement dite, s'il y a une erreur de repliement, c'est-à-dire si ce qui devrait être une hélice alpha n'est pas un hélice, un feuillet bêta n'est pas un feuillet bêta, il y a des agrégations, la protéine peut précipiter, ça ne va pas du tout. C'est des erreurs. Il peut y avoir, dans le cas des protéines quaternaires, des structures quaternaires, l'assemblage des différents polypeptides dont je parlais, qui ne s'arrange pas, s'engonce pas de façon correcte. À ce moment-là, la protéine n'est pas fonctionnelle. Alors, modification chimique, j'ai dit tout à l'heure au passage, il peut y avoir des homoprotéines où il n'y a que des acides aminés, ou des hétéroprotéines s'il y a acides aminés plus des facteurs externes, chimiques, glyco, lipodies, etc. Si ces modifications qui se produisent après la fabrication de la protéine elle-même ne se sont pas produites ou se sont produites au mauvais endroit, bon, la protéine n'est pas correcte. Et puis, j'ai gardé pour la fin un exemple qui est assez spectaculaire, vous allez voir. Alors, le mot transition conformationnelle, ne vous laissez pas impressionner, c'est simplement que quelquefois, ce qui devait être une protéine avec des hélices alpha est devenu une protéine avec des feuillets bêta. Alors, le cas le mieux connu, vous vous souvenez du prion, l'histoire du prion, Creutzfeldt-Jakob, la scrapie du mouton, etc. Eh bien, dans le prion, ce qui se passe, vous voyez, c'est que le prion normal, nous avons tous du prion qui circule dans notre tête en ce moment, je vous le signale. Ça, c'est le prion normal, où il y a deux hélices alpha à un moment donné. Là, j'ai pris le mouton pour la scrapie du mouton, c'est valable pour d'autres animaux, la vache, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces deux hélices alpha sont converties, on ne sait toujours pas pourquoi, et je peux vous dire qu'il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, on n'a pas la réponse, et puis il faut reconnaître que ça s'est un peu calmé du côté des recherches dans ce domaine, parce que, bon, vous imaginez la raison, on n'en parle plus beaucoup. En tout cas, transition conformationnelle, donc de deux hélices alpha, on passe à 4 feuillets bêta. L'enchaînement des acides aminés est exactement le même, l'ordre d'enchaînement est exactement le même, c'est la structure qui n'est pas la même. Et alors, évidemment, quand vous passez d'alpha à bêta, eh bien, le prion est anormal, c'est pour ça qu'on a fait trouble. Évidemment, des problèmes, vous les connaissez, vous en avez entendu parler comme moi. Voilà. Alors, pour terminer, simplement pour vous dire qu'il y a toujours cette histoire, il faut une structure correcte pour que ça fonctionne correctement. Malheureusement, il y a des centaines, aux alentours de 1500 à peu près aujourd'hui, vous voyez un peu,
pathologie dans laquelle on sait pertinemment qu'il y a une protéine ou des protéines qui n'ont pas acquis la structure correcte ou dont la structure a été modifiée en fonction de différents paramètres, de différentes raisons. Alors j'en ai cité parmi les plus connus, évidemment, et pour lesquels on a beaucoup d'informations, même si on ne sait pas forcément toujours traiter. Bon, la mucoviscidose, les maladies d'Alzheimer, il y a deux types de protéines qui sont incorrectes. Il y a ce qu'on appelle la bêta-amyloïde qui forme des agrégats à l'extérieur des cellules du cerveau, et il y a la protéine Tau qui normalement est phosphorylée. Phosphorylation, c'est une modification chimique. Parmi les modifications que l'on connaît, c'est des phosphates qui sécrètent sur certains états-aminés. Là, il y en a quelques-uns dans les protéines Tau normales, et dans Alzheimer, il y en a beaucoup plus que ce qu'il devrait y en avoir de groupements phosphates qui se greffent. Donc ça crée une hyperphosphorylation, et les neurofibrilles, à ce moment-là, s'agrègent, font des plaques entre les cellules, à l'extérieur des cellules. À l'intérieur, le bêta, c'est à l'extérieur, Tau, c'est à l'intérieur des cellules neuronales. Bon, Creutzfeldt-Jakob, on vient d'en parler. Parkinson, c'est pareil. C'est le même problème que pour la protéine Tau. C'est une hyperphosphorylation de cette protéine qu'on appelle alpha-synucléine qui fait que, bon, il y a des problèmes qui en résultent. Ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre, n'est-ce pas? L'hémophilie, vous connaissez, les cataractes qui nous guettent tous, ce sont des protéines du cristallin, les alpha-cristallines, qui s'agrègent, elles. Au lieu d'être solubles, elles s'agrègent, donc les conséquences, vous les connaissez. L'anémie falciforme, quand l'hémoglobine qu'on a vu tout à l'heure sur une chaîne bêta subit une mutation, il n'en faut pas beaucoup. Sur 400 acides aminés, il suffit qu'il y en ait un, la glutamine, l'acide glutamique, qui soit converti en valine, et la capacité de fixer l'oxygène plonge énormément. Donc à ce moment-là, il y a des difficultés de respiration et de transport d'oxygène. Voilà, ça c'est, je crois, tout ce que je voulais vous dire sur les rappels. Et on passe à la deuxième partie, qui est donc relation entre protéines, alimentation et nutrition. Alors, cette même personne fort charmante nous pose de nouvelles questions. Où trouve-t-on les protéines? Tout à l'heure, on nous demandait à quoi ça ressemblait. Maintenant, on nous demande où est-ce qu'on les trouve. Bon, ben, on va essayer de lui répondre. Les protéines sont tout d'abord, vous le savez, d'origine animale, possiblement d'origine animale. Alors là, vous avez indiqué sur ce tableau, je ne sais pas s'il est bien au point, vous avez les proportions de protéines pour 100 grammes d'aliments. Donc vous voyez que ces proportions peuvent varier assez considérablement selon l'aliment considéré. Sur la poitrine de poulet, sur le poulet, 31 grammes pour 100 grammes de poulet. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans les steaks, que ce soit le bœuf, que ce soit le porc, le gibier, c'est pareil. Dans le thon, c'est un petit peu moins, mais enfin, c'est encore 23 grammes pour 100 grammes de thon. Les poissons, 17, 20 grammes. Dans les fruits de mer, les moules, les crevettes, etc. Dans le jambon, c'est encore moins, 18 grammes pour 100 grammes. Dans les fruits de mer qu'on aime bien, c'est 15 à 20 grammes selon les fruits de mer considérés. Il y a les fromages, entre 12 et 15 grammes pour 100 grammes de fromage. Dans les produits laitiers, 250 ml, c'est-à-dire un quart de lait, contient à peu près 9 à 10 grammes de protéines. Les yaourts, les œufs, voilà. Donc ça, c'est les protéines d'origine animale. Alors, il y a des tableaux encore plus complets que celui-là qui vous donnent encore plus de détails, mais bon, simplement pour vous donner quelques informations. L'autre possibilité, vous la connaissez, c'est les protéines d'origine végétale. Alors, végétale, c'est pareil, selon les légumineuses, céréales ou d'autres végétaux. Bon, le soja, pas mal. Pour 100 grammes de soja, vous avez 38 grammes de protéines. Pour le tofu, vous avez 15 grammes, c'est moins. Pour les lentilles, c'est pas énorme, c'est 9-10 grammes. Les haricots, c'est égal. Les pois chiches, 8 grammes. Les petits pois, c'est encore moins, 5 grammes. C'est pas beaucoup de protéines. Il y a d'autres avantages, les fibres, etc. Céréales, le sétan. Alors le sétan, c'est un aliment qui est tiré du gluten de blé. Donc il est pas mal, il est 26 grammes, lui. Sarrasin, c'est beaucoup moins. Le quinoa, que certains aiment beaucoup, c'est 4 grammes. C'est pas énorme en protéines, mais il y a d'autres avantages. Le riz, alors c'est très peu, 2 grammes, l'orge, etc.
Et puis alors là, vous avez divers et variés. Alors je vous montre d'une part les graines de citrouille, 30 grammes pour 100 grammes. Les cacahuètes, tout ce qui est apéritif, cacahuètes, pistaches, graines de tournesol, amandes, c'est très très bien, allez-y. Et en plus, dans la pistache, 21 grammes, c'est pas mal, il y a des antioxydants. Donc ça fait double, non pas double peine, mais double avantage. Les noix, c'est pas trop mal. Voilà. Donc vous voyez, selon les végétaux, vous avez entre, disons, pour les moins, il n'y en a presque pas dans l'orge, mais ça peut être 38, presque 40 grammes de protéines pour 100 grammes de végétal, ce qui est assez intéressant. Alors, la question qu'on peut se poser, ces acides aminés et les protéines, dont on parlait, je en parlais déjà depuis tout à l'heure, d'où proviennent-ils? Alors, première chose, dans un organisme, ils proviennent de la dégradation de protéines antérieures. Les protéines, comme la plupart des molécules qui nous constituent, sont des éléments qui ont un renouvellement, un turnover permanent, quotidien, sans arrêt. Donc, elles se synthétisent et elles se dégradent. Donc, quand les protéines qui se sont synthétisées ou qui ont été ingérées dans le bol alimentaire se dégradent, eh bien, elles donnent naissance, entre autres, ces protéines à des acides aminés. La deuxième possibilité, c'est une synthèse de novo dans les organismes, à partir de molécules plus simples que je ne vais pas décrire. Il peut y avoir une synthèse d'acides aminés et donc de protéines après qui fabriquent, donc participent à la structuration et à la formation des protéines. Et puis on arrive là à un problème qui est essentiel, c'est le cas de le dire, des acides aminés essentiels. Qu'est-ce qui se passe? Sur les 20 acides aminés, les classiques que j'ai décrits tout à l'heure, il y en a 8 que l'individu, l'être humain, est incapable de synthétiser. Il ne peut pas. Les 12 autres, ça va, ceux-là, il ne peut pas. De ce point de vue, l'être humain est moins malin que la bactérie qui, elle, est capable de synthétiser tous les 20, au passage. Okay? Donc, ces 8 acides aminés qu'on appelle acides aminés essentiels, vous en avez la liste ici, leucine, thréonine, lysine, tryptophane, phénylalanine, valine, méthionine, isoleucine. Donc, il faut absolument qu'ils soient fournis par le régime, par le bol alimentaire, sinon l'organisme humain est incapable de les fabriquer. Alors, ces 8 acides aminés, appelés essentiels, pour la raison que je viens d'indiquer, il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, quand on veut essayer de s'en souvenir, je vous le donne, c'est celui-là. Le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iselt. Donc vous avez leucine, thréonine, lysine, Tristan tryptophane, phénylalanine, vachement valine, méditer méthionine, iselt, isoleucine. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont, dans les cours, on donne le moyen mnémotechnique en question, comme ça les étudiants se souviennent de la phrase, ils se souviennent des 8 aminoacides essentiels. Okay? Alors, ces aminoacides essentiels sont vraiment essentiels, hein, faute de quoi il y a des carences. Et les carences, bon, j'en parlerai là aussi. Voilà, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout décrire. C'est simplement pour vous montrer qu'il existe des tableaux dans lesquels vous avez, en fonction de l'aliment considéré, les proportions. Là, les 8 acides aminés essentiels sont inscrits ici. Et ici, il y a la protéine de référence de la FAO et de l'OMS. La protéine idéale doit avoir ces proportions-là pour 100 grammes de protéines, ces proportions-là de chacun des 8 acides aminés. Alors, ce qu'il faut, c'est regarder si l'aliment en question entre dans le bon créneau ou non. L'œuf de poule, impeccable. Donc là, il a tout ce qu'il faut, et même largement ce qu'il faut. Okay? Les viandes et poissons, c'est pas trop mal, ça dépend un peu des viandes et des poissons. C'est la méthionine et dans ce cas-là, le tryptophane qui sont un petit peu au-dessous. Enfin, 1,3 au lieu de 1,4, c'est pas catastrophique. Alors, je ne vais pas tout décrire. En général, les 2 acides aminés qui sont moins bien représentés, c'est la méthionine. Vous voyez, chaque fois que c'est rouge, c'est que c'est inférieur à ce qu'il faut que ça soit. Et puis, il y a aussi la lysine.
la lysine, dans certains cas, et vous voyez dans les céréales, il y a pas mal de cas, riz, le blé, le millet, etc., où il y a des chiffres en rouge, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait au point de vue quantité et proportion de lysine dans ces cas-là. Donc, il est important de savoir, quand on veut commencer à voir au niveau diététique ou nutrition, les diététiciens, les nutritionnistes, etc., vous en parlent, et d'autres aussi, heureusement, ce qu'il y a dans les aliments que l'on ingère pour savoir si oui ou non. Il y a assez d'acides aminés essentiels, et donc il n'y a pas de problème de carence. Alors, quand vous avez des régimes à base de végétaux, alors végétarien, végétalien, ok. Ce qui est important, c'est de compenser s'il y a un des composants que vous ingérez qui est déficient à un acide aminé donné, d'en rajouter un autre qui nous va apporter l'acide aminé qui manquait, et éventuellement un troisième si c'était nécessaire. Alors on vous propose des tableaux comme ça, où il y a des associations qui, si elles sont, là c'est des trilogies, c'est des trios, si elles sont réalisées, vous apportent, il n'y a pas de carence en acides aminés essentiels, parce que chacun, à son niveau, apporte ce qu'il faut pour que dans l'ensemble, il n'y ait pas de déficit. Donc ça, c'est pareil, vous avez des tableaux qui sont proposés, et dont, alors bon, je prends le premier, si vous avez haricots verts, orge et amandes, bon après, il faut pouvoir les manger, hein. Mais vous êtes sûr qu'au niveau des acides aminés essentiels, vous avez tout ce qu'il faut. Bien, alors je continue. Et j'en viens aux enzymes. On ne peut pas parler d'alimentation, on ne peut pas parler de nutrition si on ne parle pas d'enzymes. Alors je rappelle brièvement qu'est-ce que c'est qu'un enzyme. Alors là, c'est pareil, un ou une. Quand j'étais étudiant, on a appris un. Ensuite, c'est devenu une. Puis l'Académie a dit c'est un. Et puis maintenant, je pense que c'est plutôt une. Alors vous choisissez. Le tout, c'est de savoir de quoi on parle. D'accord ? Bien. Alors, les propriétés d'un enzyme, c'est quoi ? D'une manière tout à fait générale. Un enzyme, c'est un corps chimique qui permet de catalyser une réaction sans être transformé par cette réaction. C'est-à-dire, il participe à la réaction, mais il n'est pas impliqué dans la réaction. Grâce à ça, il augmente fortement la vitesse de la réaction. C'est-à-dire, la vitesse est, dans certains cas, il y a des données absolument spectaculaires où, pour certains enzymes, on ne va pas entrer dans les détails là non plus, si ça ne se faisait pas par des enzymes, la réaction en question mettrait des années. Avec l'enzyme qu'il faut, ça va prendre quelques secondes. Donc c'est extrêmement réactif. Et en général, en comparaison des catalyseurs chimiques qui le plus souvent agissent à relativement haute température, les enzymes biologiques agissent à une température relativement basse, c'est-à-dire 37 degrés ou quelquefois moins. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, chez l'être humain, il y a à peu près 100 000 protéines qualitativement différentes. Parmi ces 100 000, il y en a à peu près 15 000 qui sont des enzymes. Ce qui veut dire qu'un enzyme ou une enzyme, c'est forcément une protéine, mais une protéine n'est pas forcément un enzyme. On est d'accord ? Bien. Alors, j'ai pris l'exemple de la digestion parce qu'on va y rencontrer pas mal d'enzymes. Dans le processus de digestion, il y a toute une série d'enzymes qui interviennent pour justement digérer les aliments que vous ingérez. Alors ça commence par la bouche. La bouche, peu importe que ce soit en français ou en anglais, vous le comprenez, il y a dans la bouche en particulier une amylase. Alors l'amylase, c'est un enzyme que son nom l'indique, qui hydrolyse, là j'ai mis une tranche de pain, qui hydrolyse l'amidon, qui est un polymère, on a vu tout à l'heure, donc qui va l'hydrolyser, le couper en petits morceaux et donner des sucres plus ou moins complexes, on ne va pas entrer dans les détails, maltose, lactose, etc. Donc dans la bouche, mâchez bien, n'avalez pas tout de suite, parce que votre amylase commence à travailler, à préparer le travail de digestion, au moins pour la partie de ce qui est amidon, c'est-à-dire le pain, les biscottes, en fait tout ce qui est amidon. Ça arrive dans l'estomac, qui vous le savez est un pH extrêmement acide, c'est aux alentours de 1. pH 1, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous mettez le doigt, vous brûlez. Hein. Là, il y a surtout de la pepsine. La pepsine, c'est un enzyme protéolytique, c'est-à-dire qu'il va digérer les protéines.
tout ce qui est protéines. Alors protéines, c'est ce qui est marqué ici, là on a fait de la viande. La protéine, une fois que c'est hydrolysé par les protéases, ça donne des morceaux de protéines qu'on appelle des peptides, ou si ça va plus loin, c'est carrément les acides aminés. Et ça permet le renouvellement au passage du turnover des protéines. Donc la pepsine. Pour l'anecdote aussi, chez les enfants, il existe aussi une lipase. Une lipase jusqu'à un certain âge, 4-5 ans, qui disparaît ensuite de la circulation. Mais il faudrait rajouter pour les enfants en bas âge, il y a aussi une lipase qui digère les lipides. Dans le duodénum, début de l'intestin, se déverse toute une série d'enzymes, à nouveau une amylase, comme dans la bouche, mais elle est pancréatique cette fois, une lipase, je viens d'en parler, qui va hydrolyser les graisses en donnant, avec plusieurs étapes, des acides gras libres, donc beaucoup plus courts, beaucoup plus simples que les polymères de départ. Il y a une trypsine. La trypsine, comme la pepsine, hydrolyse les protéines. Et au passage, juste pour l'indiquer, le mode d'action de la lipase nécessite l'arrivée de bile qui a la capacité d'émulsifier, de faire une émulsion avec les aliments, et la lipase n'est active que sur des lipides émulsifiés. Et grâce à la bile, il y a cette émulsification. Donc quand vous n'avez plus de bile ou plus de bile active, la digestion des graisses devient un peu plus délicate. Et puis dans l'intestin, surtout dans le petit intestin, il y a encore toute une panoplie d'enzymes qui finissent le travail qui a été commencé par au début du processus de digestion. Voilà, donc protéase, amylase d'abord, protéase, lipase. Pourquoi j'ai insisté aussi sur la digestion? Pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure d'emblée, sur lesquelles je reviens. La pepsine, donc, qui ne s'appelait pas à l'époque pepsine, mais qui existait déjà, a fait l'objet de la thèse de doctorat en médecine de Claude Bernard. Il avait intitulé ça « Du suc gastrique et de son rôle dans la nutrition », qu'il a présenté en décembre 1843. Et c'était de la pepsine qu'il s'agissait, donc un enzyme qui hydrolyse les protéines. Ça, c'est la représentation en ruban que je montrais déjà tout à l'heure de la pepsine gastrique. Ce n'est pas une très grosse protéine, 36 000 Dalton, ce n'est pas énorme. Ça fait 327 acides aminés. Ça peut paraître beaucoup, mais il y a des protéines qui ont plusieurs centaines d'acides aminés. Donc ce n'est pas une très grosse protéine. On la mettrait dans la catégorie des moyennes, si vous voulez, si on les classait par taille. Et deuxième enzyme que je voulais souligner, c'était la lipase, j'en ai déjà parlé. C'est ce que Claude Bernard, en 1848, appelait le ferment émulsif. Donc c'est bien cette lipase qui, je viens de l'expliquer, permet, après une émulsion par la bile, de digérer les lipides qui arrivent au début du duodénum, au niveau du canal cholédoque, pour être hydrolysés en acides gras. Ça, c'est à nouveau la structure. C'est une protéine d'à peu près de la même taille que la pepsine, 379, 50 au lieu de 52. Bon, c'est à peu près les mêmes tailles moléculaires, et donc qui hydrolyse les triglycérides, les lipides polymériques, en monoglycérides ou en acides gras. Voilà pour deux enzymes particuliers qui sont impliqués, qui jouent un rôle important, très important, dans le processus de digestion. Alors ça, je me suis amusé à le rajouter, parce que je trouve que c'est tout à fait intéressant. En dehors des enzymes naturelles que vous possédez, qui hydrolysent donc vos aliments à différents niveaux, il y a ajouté dans des aliments particuliers un apport d'enzymes qui va contribuer au processus de digestion à différents niveaux. Je m'explique. Premier que je vais vous citer, c'est la papaïne. Alors la papaïne, comme son nom vous le devinez, provient de la papaye. La papaye, c'est un végétal, et l'histoire de la papaye, c'est la suivante. Il y avait des chercheurs américains qui travaillaient ou qui prospectaient dans les îles Moluques en Indonésie, et qui s'étaient rendus compte que les autochtones, avant de faire cuire leur steak, les laissaient séjourner un certain nombre d'heures ou plus entre deux feuilles de papaye. Je sais pourquoi deux feuilles de papaye, et ça avait la capacité de les attendrir. Donc ils sont allés chercher ce qui se passait et se sont rendus compte que dans la papaye, il y avait donc cette enzyme papaïne, qui est une protéase, donc un enzyme qui hydrolyse les protéines, steak, tout ce que vous voulez, et qui donc
permettait d'attendrir par une protéolyse d'avance les steaks en question. Alors, ces chercheurs américains, bons américains, ils ont essayé tout de suite d'exploiter le système. Et donc, je vais vous passer les étapes. Et vous avez, ça ne se fait pas beaucoup en Europe, je crois, mais aux États-Unis, vous avez régulièrement en vente des poudres qui sont des poudres de papaïne que la ménagère, ou pas uniquement la ménagère, toute personne qui fait la cuisine, peut rajouter sur son steak avant de le faire cuire. Mais alors attention, il faut savoir ce qu'on fait. Comme je l'ai vu faire, on met de la papaïne sur le steak, on le met à brûler, à cuire. La dénaturation thermique des protéines est un processus qui existe aux États-Unis comme ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, si vous désagrégez, si vous tuez l'activité de la papaïne par la chaleur avant de faire cuire, ne soyez pas surpris si votre steak n'est pas plus tendre que ce qu'il après qu'avant. Okay. Bon, ça, c'est une question de... il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Alors, un autre enzyme qui est assez intéressant, c'est la bromélaïne. Ça n'a rien à voir avec le brome, je vous le dis tout de suite, c'est une famille de végétaux, bromélicées, ça n'a rien à voir. Dans l'ananas, il y a donc cette bromélaïne qui est aussi une protéase. Donc, quand vous avez mangé un bon steak, un bon poulet ou quelque chose comme ça, si vous terminez votre repas avec quelques tranches d'ananas, ça vous aidera à hydrolyser, donc à digérer votre steak. Je n'ai pas d'action, je vous dis tout de suite. S'il en est de même, c'est exactement la même situation avec le kiwi. Le kiwi qui contient, alors le nom est un peu compliqué, actinidaïne. C'est aussi une protéase qui facilite la digestion des protéines, donc des steaks, des poulets, etc. Dans le gingembre, vous avez également une protéase, peu importe le nom. Dans l'avocat, vous avez là, ce n'est pas une protéase, c'est une lipase. L'avocat vous aidera à digérer les graisses que vous aurez ingérées. Dans la mangue, c'est une amylase, donc qui va vous aider à digérer tout ce qui est polysaccharides, sucre, etc., amidon. Et puis pareil, dans la banane, il y a également une amylase qui vous aide à digérer tout ce qui est polysaccharides, sucre, etc. Voilà, c'est intéressant de savoir ce qu'on mange, hein, à quoi ça sert. Ah oui, ça c'est quelque chose que je voulais rapidement vous indiquer. En fonction du régime que vous ingérez, si vous avez un effet répétitif, c'est toujours les mêmes aliments que il va y avoir, que vous ingérez, il va y avoir une adaptation de votre système enzymatique du corps en fonction de l'aliment ingéré. Et ça, on a fait des expériences il y a déjà un certain temps sur des rats où on a nourri des lots de rats pendant 3 mois sur des régimes équilibrés au départ, mais largement enrichis en glucides. Et on s'est rendu compte que l'amylase, on a mesuré ça dans le pancréas des rats, était multipliée, la production d'amylase était multipliée par 8, énorme, parce qu'il fallait hydrolyser les glucides qui étaient en surpoids, si je puis dire. Pareil, quand le régime était riche en protéines, c'est la trypsine et la chymotrypsine qui sont deux enzymes pancréatiques, protéases aussi, pour hydrolyser les protéines. Et pour les lipides, c'est pareil, un régime très riche en lipides provoque une augmentation de la lipase pancréatique de facteur 4. Voilà, donc il y a une forme d'adaptation. C'est fait sur le rat, on peut supposer qu'il y a des résidus, des résultats analogues dans le cas de l'être humain. Mais je pense que ça n'a pas été fait. OK ? Bien. Alors, autre question qu'on peut se poser, combien de protéines je dois manger par jour pour que je sois de façon équilibrée, que je n'ai pas de carence ou pas de surpoids les deux. Alors, tout dépend de votre activité. Donc, en gros, on peut dire, si vous êtes travaillé au bureau toute la journée et que vous ne remuez pas beaucoup, 1 gramme de protéines par kilo de poids suffit comme apport besoin journalier en protéines. Si vous faites 70 kg, vous aurez besoin de 70 grammes de protéines. Après, à vous de revenir au tableau qu'on a indiqué tout à l'heure, pour savoir où vous allez les chercher, ces 70. D'accord ? Si vous êtes un peu plus actif, ça peut aller jusqu'à 5, 8 grammes, donc vous faites la multiplication. Si vous faites un sport de façon intense et extrêmement développé, 2 grammes, quelquefois 3 grammes de protéines par kilo de poids. Donc si vous faites 80 kg, un athlète, eh bien, il faut qu'il ait, faites le calcul, 240 grammes de protéines.
Alors là, je vais faire Monsieur Lehaut, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Vous êtes supposé que vous êtes, pas vous, je dis en général, mais c'est par rapport à une discussion qu'on a eue. Hein. C'est pour ça que j'ai interpellé M. Lehaut. Supposez un athlète de 80 kg qui a besoin de 3 grammes par kilo, 240 grammes de protéines. 240 grammes de protéines, si un steak de 100 grammes en contient 30 grammes, il vous faut 8, 10, je ne sais pas combien, faites le calcul. Combien 7, c'est déjà pas mal. Il faudrait qu'il mange 7 steaks de 100 grammes pour avoir l'apport en protéines suffisant. Je pense qu'au bout d'un certain temps, ça va faire beaucoup. Donc, au lieu de manger 7 steaks, il va faire ce que font beaucoup d'athlètes, prendre des protéines purifiées à l'état de protéines elles-mêmes, et donc ingérer ces protéines directement ou diluées, enfin il y a plusieurs façons de les ingérer, pour avoir cet apport de protéines qui évitera de manger 7 ou 8 steaks par jour. Et parmi ces protéines-là, celles qui sont le plus couramment utilisées par les athlètes, ce sont les protéines issues du lait. Le lait, dans le lait, il y a deux parties. Il y a la partie liquide qu'on appelle lactosérum, le whey en anglais, lactosérum, et puis il y a les caséines qui sont plus substantielles, c'est-à-dire plus solides. Okay. Selon le besoin que vous avez, s'il est immédiat ou à moyen terme, vous allez prendre l'un ou l'autre des deux types de protéines. Si vous voulez une absorption des protéines relativement rapide, entre 1 heure et demie et 2 heures, vous allez prendre les protéines du lactosérum. Si vous voulez un effet à moyen terme, entre 5-6 heures, vous allez prendre les protéines, les caséines qui sont... voilà. Donc, les athlètes savent très bien le faire en fonction des besoins, en fonction du moment, ils vont prendre l'un ou l'autre. Alors après, il y a le problème, est-ce que je supporte les protéines de lait, les allergies, etc. Alors, l'avantage du lactosérum, c'est qu'il est hypoallergénique. Donc, c'est très rare d'avoir des allergies avec les protéines du sérum. Maintenant, si vraiment, pas de chance, vous êtes aussi allergique même à de très faibles quantités de protéines du lactosérum, eh bien vous allez prendre d'autres protéines. Alors l'une qui est utilisée depuis pas mal de temps, et je pourrais vous en parler plus longuement si besoin était, c'est les spirulines. Les spirulines qui contiennent environ 60 grammes de protéines pour 100 grammes de spiruline sèche. 60 grammes, c'est 2 fois plus qu'un steak. Hein, okay. Bon, ce n'est pas le même goût peut-être, mais mélangé à d'autres aliments, ça passe très bien. Donc il y a des solutions. Le soja aussi est très riche. Donc il y a des solutions alternatives pour les gens qui seraient, les athlètes ou pas, qui seraient allergiques aux produits laitiers, pour avoir quand même des apports de protéines concentrés qui leur permettent d'avoir l'apport protéique journalier voulu. Voilà, c'était un petit commentaire là-dessus. Ensuite, alors, dans ce contexte-là, on mange de la viande, on ne mange pas de la viande. On est dans un contexte qui est extrêmement, alors je ne veux pas affoler, mais qui mérite notre attention, on va dire. J'ai regardé un petit peu, en 50 ans, la consommation de viande dans le monde a été multipliée par 4 sur les 50 dernières années. Et elle est de l'ordre de 320-350 millions de tonnes de viande par an. En France, en 2020, je n'ai pas eu les statistiques pour 2022, 1,8 million, presque 2 millions de tonnes de viande par an. La demande mondiale de viande, que l'on voit au niveau du monde, hein, c'est la carte du monde là, est prévue d'augmenter de 45% d'ici 2040, et notamment en Chine, où c'est là qu'il y a apparemment de plus en plus de personnes qui. Donc il y a une vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y aura assez de viande? Après on pourra parler du carbone, hein, du bilan carbone, mais éventuellement pour l'instant on n'en parle pas. Est-ce qu'il y aura simplement assez de viande pour nourrir, on est 8 milliards et quelques, on va être bientôt 9 milliards, etc. Donc, les solutions alternatives, elles sont de deux types, il y en a d'autres, mais deux types principaux, l'algoculture, l'entomoculture. On mangera des algues, quand je dis on mangera, pour les populations européennes, parce qu'il y a longtemps qu'il y a des gens
qui mangent des algues aussi bien que des insectes. Donc je vous en dis un petit mot. Au niveau des algues, faire un bilan du nombre d'espèces d'algues au monde, c'est pratiquement impossible. C'est plusieurs centaines. C'est plusieurs centaines. On essaie, puisqu'on parlait de classification tout à l'heure, on dit qu'il y a 3 grandes classes, les brunes, les vertes et les rouges. D'accord? Enfin, c'est une classification qui est utilisée. Et puis, il faut rajouter maintenant les algues bleues vertes, qui sont en fait pas vraiment des algues, mais qui ne sont plus des bactéries, c'est les spirulines. Les spirulines sont des algues, des cyanophycées, c'est leur nom. Donc, c'est une 4e catégorie qu'on peut mettre dans les algues aussi. Alors, des quantités incroyables, et heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut dire, peu importe, certaines d'entre elles, plusieurs d'entre elles, quelques dizaines en tout cas, sont comestibles. Et parmi les plus classiques, j'en ai repéré 6 qui sont indiqués ici, le kombu, qui est brune, le wakame, la laitue de mer, le nori, la dulce, et j'ai remis la spiruline pour les raisons que j'ai déjà un peu évoquées. Celles-là sont rouges, vertes, brunes. Et si vous regardez un petit peu en termes d'aliments ce que ça donne, en nutriments, alors là, il y a les protéines, et puis un peu, on a rajouté aussi, parce que ça compte les glucides et les lipides, une algue comme le kombu, 11 grammes de protéines pour 100 grammes de poids sec, c'est pas énorme. Il y a pas mal de glucides, très peu de lipides. Le wakame que vous pouvez acheter, j'en connais dans le commerce assez facilement, c'est une algue verte où il y a un petit peu plus de protéines, moins de glucides et très peu de lipides encore. De toute façon, en général, il y a très peu de lipides. La laitue de mer, 16 à 13. La dulce, qui est assez utilisée, 23, on commence à monter déjà en protéines et en glucides un peu aussi. Lipides, toujours peu. La nori, 37, commence à devenir pas mal. Pas terrible, enfin, c'est assez bien au point de vue des glucides, lipides. Et puis la fameuse spiruline, bleu, bleu-vert. Alors ça dépend, 58, 62, 60, bon, c'est de l'ordre de 60%, 60 grammes ou 60% de protéines par 100 grammes de poids sec, on l'a déjà dit. Ce n'est pas tellement sucré, ce n'est pas très très énorme en lipides non plus. Donc ça, tout ça, vous savez, vous allez dans les restaurants japonais ou chinois, vous en avez régulièrement. Et alors, quand on regarde la consommation d'algues en Asie, parce que c'est là essentiellement qu'elles sont utilisées, qu'elles sont mangées. Alors la Chine, par an, c'est 14 millions de tonnes. La Corée, le Japon, les Philippines, en tout, ça fait à peu près 22 à 25 millions de tonnes d'algues par an. C'est assez considérable. Hein. Et si on regarde les efforts qui sont faits du côté de la France, il y a des efforts qui sont faits, mais évidemment, on ne parle pas des mêmes quantités. Hein. Vous avez donc surtout en Bretagne un certain nombre de lieux où il y a, alors soit des algues qui sont cultivées, c'est la proportion la plus faible, 50 tonnes par an, c'est pas énorme, les algues qui sont récoltées à pied, 6 000 tonnes, et puis surtout celles qui sont récoltées à partir des bateaux, à partir des goémoniers, qui représentent 65 000 tonnes. C'est pas mal, mais on est loin des... Alors vous me direz, l'utilisation non plus, le marché est bien moindre qu'en Asie. Mais là, il est bien moindre pour l'instant. L'autre alternative, l'autre possibilité, c'est manger des insectes. Alors là, c'est pareil. Si vous faites le bilan, il y a à peu près 1 million d'insectes qui sont connus dans le monde. C'est énorme. Et sur ces 1 million, il y a à peu près 2000 espèces qui sont comestibles. 2000 espèces qui sont comestibles et qui sont utilisées par plus de 2 milliards de personnes de façon régulière depuis déjà pas mal de temps. D'accord ? Donc, mange des insectes, en général cuits quand même. Et lorsque vous regardez où est-ce que ça se passe le plus fréquemment, et que vous regardez le nombre d'espèces, c'est-à-dire en même temps la fréquence à laquelle et le taux d'utilisation de ces espèces comme aliments, bon, c'est une fois de plus en Asie, en Australie pas mal, un peu en Afrique du Sud, au Brésil et un peu en Amérique centrale. D'accord ? Voilà pour ce qui concerne donc les espèces. Alors vous allez sur les marchés asiatiques, vous allez à Shanghai, vous allez ailleurs, et vous avez régulièrement des étals de ce type
qui vous montre que vous pouvez acheter. Alors, que vous pouvez acheter quoi? Je vais vous le montrer. Voilà, j'ai fait un petit bilan pour savoir qu'est-ce que ça rapporte en termes de protéines, parce que l'objectif, c'est ça, c'est manger des protéines, n'est-ce pas? Puisque la viande, il y en aura. Alors, vous allez voir, bon, les fourmis, c'est pas très intéressant. Il n'y en a pas beaucoup. Pour 100 grammes de fourmis, vous avez 10 grammes de protéines, mais c'est pas très grand non plus, hein. Les mouches à fruits, un peu mieux. Les larves de charançon, il faut les trouver. 14 à 23 grammes et un peu plus de lipides. Je descends les chenilles, les vers de farine, les larves de scarabée. Alors les sauterelles qui sont bien prisées, ça commence à faire presque 30% dans certains cas. Et c'est pas très gras, donc c'est très bien. Les grillons, c'est l'ordre de 20%, pas très gras non plus. Les criquets, là ça devient très intéressant. Ça atteint 40%. Et le record, c'est les cafards, les blattes, où vous avez donc jusqu'à 40%, 40 grammes de protéines pour 100 grammes de cafards. Et pour terminer, sur cette base-là, sachant qu'au niveau de l'Europe et de l'Europe occidentale en particulier, ce n'est pas encore vraiment entré dans les mœurs, mais qui sait, peut-être par obligation, par nécessité, vu ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur les besoins au niveau mondial, dans quelque temps, peut-être, lorsque vous inviterez des amis chez vous à l'apéritif, vous serez amené à leur dire « vous reprendrez bien un verre ». Je vous remercie pour votre attention.